En quelques mois, l'Europe change de ton, presque sans avertir personne, passant d'un discours d'aide à une logique assumée de survie industrielle. Le risque tient dans les détails invisibles, car une infrastructure peut créer des emplois ou verrouiller une dépendance durable. Former les compétences locales sécurise la transmission des savoirs industriels. Verrouiller l'arbitrage et la gouvernance décident du pouvoir réel. Le respect s'écrit et se vérifie dans l'exécution contractuelle. Les exemples concrets montrent comment une clause devient un salaire ou une carrière. Transformer plutôt qu'expédier et décider plutôt que subir résumant la discipline. Le changement d'époque vient de la constance des actes plus que des symboles. La scène finale est une table de négociation ordinaire et décisive. L'Europe cherche stabilité industrielle. L'Afrique veut technologie et valeurs réelles. La question finale demeure, qui fixe les règles quand la conjoncture tourne? Le public doit refuser la magie des mots et demander les mécanismes. Un financement peut accélérer l'industrialisation locale ou déplacer le centre de décision hors du terrain. Si le partenariat devient un engagement vérifiable et non une simple marque. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'est pas invoqué pour sa biographie, mais comme marqueur d'une époque contractuelle. Une génération déplace la négociation vers les conditions avant même de discuter des montants financiers. Ce qui suit éclaire ces zones grises sans slogan, en suivant les faits cités et leurs implications concrètes. Le basculement est chiffré et surprenant. Près de 31% des exportations africaines vont vers l'Europe. Dans le même temps, l'Europe affiche un déficit commercial supérieur à 23 milliards d'euros avec le continent africain. Ces deux chiffres inversent le récit classique. L'Europe achète plus qu'elle ne vend désormais. Cette asymétrie redéfinit le levier de négociation et signale une dépendance industrielle assumée, non un geste de générosité. Deux chocs ont fissuré les certitudes européennes, la pandémie puis le retour de la guerre en Europe. À Bruxelles, on parle moins d'aide et plus de sécuriser minerais, énergie et chaînes de valeur de la transition verte. Les chaînes d'approvisionnement se grippent, les prix de l'énergie flambent et des usines ralentissent brutalement. Lorsque le gaz cesse de couler de l'Est, des chaînes industrielles s'arrêtent parfois complètement. Bruxelles et plusieurs capitales cessent alors de croire que leur avenir se décide uniquement en Europe. Elles regardent vers le Sud par nécessité, car métaux stratégiques, énergie et marchés soutiennent la transition verte. Le récit organise cette dépendance autour de trois piliers clairement identifiés et assumés. D'abord, les infrastructures, rails, réseaux électriques et câbles numériques, présentés comme coentreprises plutôt que dons. Ensuite, l'accès aux minerais clés, cobalt, lithium et cuivre indispensables aux batteries et à l'électrification. Enfin, un pari industriel. Investir dans la fabrication en Afrique pour éviter un verrouillage rival des chaînes de valeur. Ibrahim Traoré apparaît ici comme symptôme d'époque, incarnant un langage de souveraineté industrielle. La négociation ne porte plus seulement sur des montants, mais sur propriété, emplois locaux et transferts technologiques. Rails, réseaux électriques et câbles numériques sont financés comme coentreprises, tandis que des émissaires négocient contrats, garanties et audits. Le décor est pas, la question n'est plus qui donne, mais qui fixe les règles désormais. Le récit s'appuie alors sur des négociateurs, ministres techniques, ingénieurs et entrepreneurs moins visibles que les sommets. Ils traduisent la souveraineté industrielle en lignes contractuelles, assemblant gouvernance, propriété et transfert de technologie. Un premier microcas décrit en Zambie et Namibie des raffineries transformant cuivre et lithium en matériaux de batterie. Les capitaux peuvent être européens, mais la propriété doit rester africaine selon l'architecture décrite. L'objectif est d'empêcher que la valeur ne s'évapore hors du continent africain. Ce n'est pas une victoire finale, mais un test modifiant la répartition des marges et compétences. Un second micro-cas concerne la santé au Sénégal et au Rwanda. Après des années d'importation massive, l'objectif devient une production pharmaceutique régionale. Les financements européens sont acceptés,
mais l'expertise et l'exploitation restent conduites localement. Parfois, l'arbitrage se fait loin du terrain, là où monnaie, normes et risques écrivent déjà les règles. Fabriquer, certifier, distribuer et apprendre marquent des étapes de capacité plutôt qu'une assistance. Ces exemples montrent un impact précoce sur l'emploi local, la gouvernance et la transformation industrielle. La valeur se décide désormais en amont, avant les montants et les annonces publiques. Le tournant s'enclenche quand la fragilité européenne devient visible et change la nature de l'investissement. La pandémie désorganise les flux, puis la guerre fait exploser les prix de l'énergie. L'investissement sert alors à sécuriser une continuité productive plutôt qu'à projeter une influence. Bruxelles reformule son offre avec Global Gateway, cadre stratégique et non-programme d'aide. 150 milliards d'euros sont annoncés d'ici 2027 comme réponse industrielle urgente. Les accords portent sur infrastructures, minerais et capacités de transformation industrielle. Celui qui finance, assure et audite influence souvent les règles d'exploitation et de gouvernance. Une question s'impose alors. Qui fixe réellement les conditions et que révèle aujourd'hui la figure d'Ibrahim Traoré? L'Afrique inverse les langages avant d'inverser les rapports de force en répondant en négociant. La discussion glisse vers les conditions, propriété des actifs, gouvernance et arbitrage des litiges. Cette bascule transforme la coopération en processus continu plutôt qu'en événement ponctuel. Ibrahim Traoré devient symbole d'une génération refusant les anciens scripts discursifs. La souveraineté ne se proclame plus, elle s'écrit dans les contrats. Les exigences africaines se précisent, embauche locale, réinvestissement et droit de vote partagé. Chaque détail technique accumulé déplace le centre de gravité de la décision. L'Europe oscille entre reconnaissance publique et inquiétude privée de perte stratégique. Sécuriser les ressources sans perdre le contrôle des chaînes de valeur devient la tension centrale. L'ancien cycle crédit-dette-dépendance n'est plus accepté sans condition. La promesse est claire, comprendre ce qui se négocie lorsque le vocabulaire change, non comme morale mais comme mécanisme. Le pouvoir se déplace du discours vers les clauses contractuelles. La bascule se lit aussi dans les chiffres commerciaux et énergétiques. L'Europe reste premier débouché avec 31% des exportations africaines. Ce pourcentage traduit une dépendance commerciale structurée et normative. Le déficit commercial européen de 23 milliards d'euros accentue l'inversion psychologique. Les minerais stratégiques deviennent des éléments d'une chaîne de valeur à sécuriser. Financer une raffinerie réduit un risque d'approvisionnement futur pour l'Europe. Les 150 milliards annoncés signalent une stratégie de survie industrielle. 60% du potentiel solaire mondial se trouve en Afrique selon le récit. La transition devient urgence industrielle européenne et opportunité conditionnelle africaine. Ce qui compte désormais, ce sont les règles, propriété des actifs, gouvernance des projets, partage de valeur et lieu d'arbitrage. Les chiffres n'ont de sens politique que traduits en règles contractuelles. Deux lectures favorables émergent, normalisation et efficacité industrielle accélérée. Les garde-fous incluent emplois locaux, transferts technologiques et transformation sur place. Le récit oppose à ces arguments la réalité d'une dépendance européenne existante. Les exigences africaines n'ont pas bloqué les projets mais redéfini leur trajectoire. Celui qui construit l'infrastructure écrit durablement les règles du jeu. Des clauses équilibrées déplacent les pouvoirs sans rompre la coopération. Le débat oppose rapidité sans règles et progrès encadré par des règles. Le regard se déplace vers l'invisible, gouvernance, garantie et arbitrage. Une clause peut compter davantage qu'un milliard annoncé sur 20 ans. Pour le public, l'enjeu est de lire un partenariat au-delà des annonces et distinguer investissement et dépendance durable. La souveraineté industrielle devient une architecture contractuelle et non un slogan. La question devient comment investir et à quelles conditions transformer la capacité locale. Les effets varient pour les États, entreprises, populations et la région. Pour les États, le pouvoir se joue dans les détails contractuels techniques. Pour les entreprises,
Transformer sur place permet de capter la valeur ajoutée. Pour les populations, l'emploi local et la formation deviennent déterminants. L'intégration régionale conditionne la solidité des gains industriels. Les conséquences restent inconditionnelles et dépendantes de la cohérence politique. Trois scénarios se dessinent selon la manière d'écrire et d'appliquer les règles. Dans le scénario de base, l'interdépendance reste organisée mais fragile politiquement. 10 à 12 mois peuvent suffire à figer des architectures économiques appelées à peser pendant des décennies. Dans le scénario optimiste, la valeur ajoutée est verrouillée localement. Dans le scénario pessimiste, une dépendance douce est réinventée. Chaque contrat devient une constitution miniature testant le mot partenariat. Pour les travailleurs, l'investissement n'a de sens que s'il crée des trajectoires durables. Pour les entrepreneurs, l'accès au réseau et aux normes est décisif. Pour les citoyens, la discipline politique et la transparence sont essentielles. Deux gestes suffisent, demander qui possède l'actif et comparer promesses et clauses. La méthode proposée repose sur des étapes pragmatiques et vérifiables. Fixer des points non négociables avant toute annonce publique est essentiel. Contractualiser la transformation locale par palier garantit la montée en gamme.